Des allégations absolument choquantes de mauvaise conduite au sein d'un service de police de Caroline du Sud, alors que les enquêteurs arrêtent un capitaine de police et une femme locale, affirmant qu'ils ont entamé une relation sexuelle après qu'ils soient venus enquêter sur une possible affaire d'abus sexuels sur enfants, puis auraient tenté de dissimuler ce signalement d'abus sexuels. Nous enquêtons sur cette affaire vraiment incroyable avec l'avocat local Tyler Bailey. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. La petite ville de McBee, en Caroline du Sud, a été secouée par un scandale impliquant un capitaine de police accusé d'entretenir des relations sexuelles avec la mère d'une possible victime d'agression et d'avoir tenté de dissimuler cette affaire. Oui, voici les personnes impliquées. Janice Curtis, 34 ans, aussi appelée Janice Irvine, et Gregory Block, 40 ans. Le 7 août, des agents des divisions des forces de l'ordre de Caroline du Sud, également connus sous le nom de South Carolina Law Enforcement Division, ont arrêté Block et Curtis, les plaçant au centre de détention du comté de Chesterfield. Et ils ont tous les deux été libérés sous caution plus tard dans la journée, selon les dossiers du tribunal. Plus tard dans la journée, des dizaines d'agents du South Carolina Law Enforcement Division ont été vus à la mairie de McBee, qui abrite également le tribunal et le commissariat, semblant exécuter des mandats de perquisition. C'est selon le média Queen City News. Block, suspendu de son poste de capitaine de police au commissariat de McBee, est désormais accusé de faute professionnelle, tandis que sa supposée amante, Janice Curtis, est inculpée de cruauté envers un enfant. Ils sont aussi accusés d'entrave à la justice. Beaucoup de points à traiter. Je veux faire revenir à la barre Tyler Bailey, avocat de la défense pénale et des droits civiques en Caroline du Sud, qui peut nous donner un aperçu de cette enquête et nous dire comment l'affaire va évoluer à partir d'ici. Tout d'abord, Tyler, tu disais que l'une des choses, c'est qu'on parle d'une petite communauté et du chef de la police accusé d'actes répréhensibles. Tu trouves intéressant la façon dont c'est rapporté, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Queen City News est un média basé à Charlotte et il semble que ce soit eux qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme ici. McBee est une petite communauté du comté de Darlington en Caroline du Sud. Et donc, ils exposent, ils mettent en lumière ce qui semble être de la corruption publique, de l'inconduite dans l'exercice des fonctions, et Dieu seul sait quels autres scandales seront révélés par cette enquête. C'est un point intéressant qui fait réfléchir. Je vais vous lire les mandats déposés contre Curtis et Block. Et une grande partie du contenu est caviardé. Mais nous pouvons tout de même en tirer pas mal d'informations. Il est écrit, le 14 octobre 2024, Janice Curtis a emmené l'enfant dans un centre médical. Le personnel médical a examiné l'enfant et a constaté des saignements. Le médecin a jugé que les blessures pouvaient devenir de mauvais traitements, possiblement d'ordre sexuel. Le personnel médical a sollicité l'intervention de la police de McBee et des services sociaux de Caroline du Sud à l'hôpital. D'après les informations rapportées par Queen City News, il est maintenant compris que l'enfant avait des blessures aux organes génitaux. D'accord, c'est bien le sujet. L'âge de l'enfant reste inconnu. Citation. Curtis a dit au personnel médical que les blessures y avaient été subies lorsque l'enfant est tombé dans le réfrigérateur. Curtis a aussi dit que l'enfant était seul chez elle lors de la blessure. Curtis a informé le capitaine Gregory Block du Metropolitan Police Department, l'accusé, qu'un délinquant sexuel enregistré vivait et traînait à proximité. Lors de l'appel initial du capitaine Block à la direction des services sociaux, il a indiqué que Curtis avait laissé l'enfant seul lors de l'incident. Curtis essayait de lui dire quoi dire. Le personnel médical lui a dit que les blessures n'étaient pas compatibles avec l'explication de Curtis et a demandé à la direction des services sociaux d'intervenir. Donc, selon le mandat, le médecin qui a évalué les blessures de l'enfant au centre médical a appelé un autre hôpital pour dire que Curtis y amènerait l'enfant pour un examen complémentaire et qu'elle serait sédatée. Et lorsque le médecin a autorisé la sortie de cette fille, le mandat indique qu'il était prévu que Block et Curtis l'y emmènent. Donc, Block s'est rendu à l'hôpital suite à ce signalement selon lequel il pourrait se passer quelque chose de suspect. Et au début, il semble qu'il fait tout correctement, n'est-ce pas? Il contacte les services sociaux et rapporte les propos de Curtis et des médecins. Selon le médecin, la fille est transférée dans un autre hôpital pour des examens. Tyler, on s'arrête là? Cette partie semble correcte, non? Ce que fait ce capitaine. Y aurait-il une documentation prouvant que ces choses ont également été faites? Oui, il devrait y en avoir. Donc Block, qui enquêtait là-dessus, aurait dû prendre des notes et toute sa réaction est due à l'appel qu'il a reçu du service médical qui a été transmis au service de police. Tout cela reste légal pour l'instant. Un entretien médico-légal est requis. Il enquête.
On s'y attendait, mais les choses se sont passées autrement. Les choses ont changé très rapidement. Pourquoi? Pour une raison quelconque, d'accord, Block semble rapidement revenir sur tout. Citation. Moins d'une heure après avoir initialement appelé les services sociaux, le capitaine Block a rappelé les services sociaux et leur a dit que caviardé, leur a dit que l'enfant n'avait pas caviardé et que les blessures que le médecin avait notées dans son rapport et lui avait envoyées étaient cohérentes avec l'explication. Ouais. Maintenant, d'après le contexte et le reste du mandat, cette section dit en gros que Bloch a rappelé les services sociaux et a dit qu'il n'y avait aucune preuve réelle d'agression sexuelle et que l'explication de Curtis tenait la route. Elle est tombée dans le réfrigérateur et s'est blessée aux parties génitales. Il a dit aux services sociaux, d'après ce mandat, qu'il allait mener sa propre enquête et organiser un entretien médico-légal pour l'enfant. Il aurait demandé l'annulation de la réponse des services sociaux. Tyler, par quel signal d'alarme veux-tu débuter? Eh bien, d'abord, il aurait dû agir immédiatement, il aurait dû aller jusqu'au bout, aller au centre médical pour que l'enfant puisse être examiné. Et même s'il croyait à son histoire, que la blessure correspondait aux faits qu'on lui avait donnés, il aurait quand même dû demander à un professionnel de santé d'examiner la situation. Ça n'a absolument aucun sens d'avoir un enfant qui est blessé. Vous avez un agent des forces de l'ordre qui a prêté serment de protéger et de servir. Et ici même, la personne qui n'a pas de formation ni de connaissances médicales décide simplement de prendre le contrôle de toute l'opération et de prendre sa propre décision, disant qu'il décidera de ce qui est le mieux pour la suite. C'est le plus grand signal d'alerte qui apparaît immédiatement. Oui, et dès lors, Bloch semble avoir continué à s'enfoncer. Pourquoi je dis cela? Écoutez ceci. Le capitaine Bloch a rédigé un rapport d'incident du Metropolitan Police Department intitulé Caviardé, contenant une fausse déclaration et des informations partielles trompeuses. Le capitaine Bloch a aussi écrit à l'école qu'il avait enquêté sur la blessure. Donc Tyler, si les allégations selon lesquelles Curtis et Bloch mentent à propos de cette agression et essaient de la dissimuler sont vraies, il y a beaucoup de personnes et d'organismes qui se retrouvent avec une documentation officielle de ce mensonge. Je pense que ça va être très difficile, du point de vue de la défense, d'essayer de contester cela, n'est-ce pas? Ça va être très difficile. Et c'est là que l'inconduite dans l'exercice des fonctions entre en jeu. Il peut rédiger de faux rapports et inscrire diverses déclarations. Il peut activer ou désactiver l'enregistrement de sa caméra. On fait confiance aux forces de l'ordre et on attend d'eux qu'ils agissent en conséquence avec leurs insignes. C'est donc ici que tous les problèmes commencent. Je veux dire, les questions que je me pose sont, est-ce que Bloch la connaissait quand il a fait son rapport? Aurait-il dû? Un autre officier du département de police aurait-il dû enquêter? Parce que la façon dont ça a changé si rapidement me fait penser que soit il y avait un antécédent, soit il y a eu une conversation entre eux et un accord, puis il a commencé à manipuler le système. Oui, je pensais la même chose. Quelle était cette conversation? Est-ce que c'était, et d'ailleurs, je ne sais pas, mais je me demande si l'allégation pourrait l'être. Est-ce qu'elle lui a dit quelque chose qui l'a poussé à changer d'avis et à essayer de dissimuler tout ça? Et réfléchissons à ça un instant, parce que je n'ai pas de preuve définitive de ça, mais pensons-y comme ça. Donc, d'après les mandats, juste quelques jours après cette première visite à l'hôpital, Curtis aurait ramené l'enfant. Cette fois avec des plaintes de sang dans ses urines, des difficultés à uriner et une odeur nauséabonde. Encore une fois, le médecin était suspicieux. N'oublions pas la victime, d'accord? Le mandat précise que le médecin a relevé des blessures sur la zone censurée de l'enfant. Le capitaine Bloch a dit au médecin qu'il ne s'inquiétait pas d'une agression sexuelle, mais qu'il allait organiser un entretien médico-légal pour l'enfant. Donc, Tyler, même question que précédemment. L'hôpital a-t-il une quelconque responsabilité de faire un suivi de l'enquête malgré ce que le capitaine Bloch dit à ce médecin, à savoir qu'il ne s'inquiétait pas d'une agression sexuelle? Non, donc l'hôpital, ils sont des personnes tenues de signaler et ils l'ont signalé aux forces de l'ordre et aux services sociaux. Et généralement, ce qui se passe, c'est que le département des services sociaux ou les forces de l'ordre feront un suivi avec cet entretien médico-légal. Les services sociaux interviendraient et retireraient temporairement la garde de l'enfant aux parents ou aux tuteurs dans cette situation. Et parce qu'ils lui l'ont signalé aux forces de l'ordre, et c'est là que ça devient vraiment grave, Bloch décide d'informer les services sociaux qu'il va faire réaliser l'entretien médico-légal et leur dit en gros de rester en retrait. Et donc l'enfant ici, la victime, est toujours avec cette femme qui est soit l'une
et je ne vais pas la diffamer. Je ne sais rien de tout cela, mais il semble qu'elle essaye soit d'empêcher certaines informations de sortir. Elle sait ce qui arrive à l'enfant, que ce soit de nature sexuelle ou d'autres formes de maltraitance, ou alors elle pourrait en faire partie, être l'auteur. Voici les signaux d'alerte principaux, la victime étant un enfant mineur. Les forces de l'ordre sont impliquées. Vous avez tout le système qui n'a pas pu intervenir pour la protéger, tout cela à cause des actions de cet officier. Oui, et ce qui est inquiétant, c'est que si vous êtes médecin ou l'hôpital et que vous transmettez ces informations aux forces de l'ordre, vous ne pourrez pas les interroger ni demander pourquoi cette affaire n'est pas examinée. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas d'agression sexuelle ici? Je veux dire, vous le signalez aux forces de l'ordre. Il est difficile d'imaginer qu'il puisse dissimuler ce dont il est accusé actuellement. Mais pour l'instant, voyons où en sont les choses. La situation devient vraiment scandaleuse. Parce que apparemment, après que Block ait rencontré Curtis en lien avec cette série d'accusations horribles, les deux ont commencé à coucher ensemble. Citation: le capitaine Block et Curtis ont entamé une relation sexuelle après cet incident qui a continué jusqu'à, puis s'est caviardé. D'accord, Tyler, qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Quelles sont les règles concernant les interactions et les relations entre la police et les membres du public? J'imagine que si tu traites avec quelqu'un qui est suspect ou avec quelqu'un qui signale un crime, une personne présumée victime dans une affaire, tu ne dois avoir aucune relation sexuelle avec cette personne. Si ces allégations sont vraies, cela en dit long sur l'histoire. Absolument pas. Il n'y a aucune situation plausible où il devrait être permis qu'un officier puisse entretenir une relation sexuelle tout en menant une enquête en cours sur la personne avec laquelle il a cette relation sexuelle. Nous ignorons s'ils se connaissaient avant. Nous savons qu'ils ont eu une relation sexuelle après qu'il a commencé à signaler et à enquêter sur cette affaire. Donc, c'est un gros signal d'alarme. Premièrement, il pourrait être biaisé dans son enquête. Deuxièmement, il est évidemment attiré et il y a une relation physique entre les deux. Et cela le conduit, vous savez, à utiliser son insigne de manière abusive. Et c'est là l'inconduite dans l'exercice de ses fonctions et l'obstruction évidente ici basée sur ses fausses déclarations dans les rapports, la relation continue. Tout cela n'aurait jamais dû se produire. C'est pourquoi l'affaire a été confiée à la division de l'application de la loi de Caroline du Sud pour enquête, car cela sent la magouille à des kilomètres. Donc, cette déclaration sous serment indique que Block et Curtis n'ont rien fait de ce qu'ils étaient censés faire pour, tu sais, s'assurer que la victime, l'enfant, reçoive de l'aide, n'est-ce pas? N'oublions pas la victime, l'enfant. Je cite: « Il n'a pas été emmené ailleurs pour un examen comme demandé. » Le SLED n'a trouvé aucun personnel médical ayant conclu à l'absence d'abus dans les établissements médicaux. Aucun document n'a été envoyé à non supprimé, ni aucun entretien médico-légal programmé, contrairement à ce qu'avait indiqué le capitaine Block à la direction des services sociaux et aux professionnels de santé. En juillet 2025, la direction des services sociaux a ouvert une enquête. Curtis a refusé d'amener l'enfant à l'entretien médico-légal. Curtis a aussi refusé des entretiens médicaux liés à une plainte antérieure auprès de la direction des services sociaux début 2024. Vers le 28 juillet 2025, Curtis a appelé, non supprimé, et demandé au médecin de modifier le rapport médical pour conclure qu'aucune preuve d'agression sexuelle n'avait été trouvée. Dans la section suivante, une faute de frappe apparaît. L'affidavit mentionne 2025 au lieu de 2024. Il est écrit entre le 14 octobre 2024 et aujourd'hui, le capitaine Block, officier de police certifié, a transmis des informations fausses ou trompeuses à la direction des services sociaux à l'école, aux établissements médicaux et dans son rapport du Metropolitan Police Department. Block n'a jamais programmé d'entretien médico-légal. Du 14 octobre 2024 à aujourd'hui, Janice Curtis a exposé un enfant à un risque de préjudice pour sa santé mentale et ou physique lié à de possibles abus sexuels. De plus, Curtis a intentionnellement tenté d'entraver les enquêtes respectives du SLED et du direction des services sociaux. Un journaliste de Queen City News, Jody Barr, a contacté Block après sa libération sous caution de $5 000. Et lors de cette interview de type embuscade, Block a dit à Barr qu'il était innocent. Voici une partie de l'échange. Block a dit: « Je ne suis pas coupable de ces choses, monsieur. Il n'y avait aucune preuve d'agression ou d'abus sexuels. 23 ans de carrière irréprochable. Je n'ai jamais rien fait. Rien du tout, mec. J'ai fait mon travail. Je pense que c'est à cause de conflits avec certaines personnes. Garde à l'esprit que j'ai des enfants. Tu comprends ?» Barr demande: « Tu y as pensé en rencontrant mademoiselle Curtis et en traitant l'affaire ?» Block répond: « Oui, monsieur, j'y ai pensé. »
Je comprends ton point, mais tu ignores toute l'histoire. Alors, Tyler, tout d'abord, pourquoi Block répondrait-il réellement aux médias? Je n'imagine pas que ce soit toujours une chose bénéfique à faire. Mais ensuite, qu'as-tu pensé de sa réponse? Eh bien, il n'aurait jamais dû répondre aux médias. Bien sûr, tout ce qu'il dit peut être utilisé contre lui plus tard. Mais évidemment, il pensait qu'il était assez intelligent ou je suppose qu'il avait la capacité de parler aux médias par lui-même. Et deuxièmement, dans sa réponse, ce qui me frappe le plus, c'est quand il dit qu'il n'y avait aucune preuve d'abus physique ou sexuel. Il n'a pas la formation requise pour tirer cette conclusion. L'hôpital a estimé que les faits observés étaient assez graves pour nécessiter un entretien médico-légal avec l'enfant. Et cet entretien médico-légal sert à, vous savez, aller droit au but pour comprendre ce qui s'est passé, mettre l'enfant, la victime, en sécurité, dans un endroit où elle peut être interrogée, dans un environnement qui favorise l'honnêteté et où les enfants se sentent à l'aise pour parler. Et il est enregistré. Mais Bloch pensait, pour une raison quelconque, être plus intelligent que les professionnels de santé et les experts en entretien médico-légaux. Et une chose qui me frappe aussi, c'est que nous ne savons même pas si la victime a jamais eu son entretien médico-légal, ce qui est une véritable tragédie ici. Et donc, la réponse de Bloch envers moi ne fait qu'aggraver l'inconduite dans l'exercice de ses fonctions. Il paraît évident qu'il a entravé la justice en gérant cette affaire alors qu'il avait une relation sexuelle avec une personne potentiellement accusée. Le bureau du procureur général de Caroline du Sud poursuivra les affaires selon WIS 10. Nous avons examiné les accusations visant Curtis et Bloch et voici nos conclusions. Selon le code pénal de Caroline du Sud, toute personne qui maltraite, prive de nourriture ou d'abri ou inflige des souffrances inutiles à un enfant, qu'elle soit parent, tuteur ou responsable, est coupable d'un délit mineur et encourt jusqu'à 30 jours de prison ou 200 dollars d'amende selon la décision du magistrat. Pour l'accusation de faute professionnelle contre Bloch, tout fonctionnaire public dont l'autorité est limitée à une seule circonscription électorale ou judiciaire, qui est coupable de faute professionnelle officielle, de négligence habituelle, d'ivresse habituelle, de corruption, de fraude ou d'oppression, sera passible d'une mise en accusation et, sur condamnation, sera condamné à une amende maximale de 1000 dollars et à une peine d'emprisonnement maximale d'1 an. Les responsables municipaux ont déclaré à WIS 10 que la ville de McBee est informée des récentes accusations contre un policier et prend l'affaire très au sérieux. L'agent a été suspendu sans solde. Nous restons transparents. Nous continuerons à coopérer avec les forces de l'ordre et la ville communiquera des mises à jour si nécessaire. Les registres du tribunal de Chesterfield montrent plusieurs dépôts dits standards, dont des requêtes de communication de preuves, mais on ignore quand Curtis et Bloch reviendront au tribunal. Tiller, pourquoi ne l'ont-ils pas simplement licencié? La suspension est-elle la bonne procédure? Observez l'évolution de l'affaire. Ont-ils leur propre enquête interne? Ils auraient pu le licencier, mais ont choisi de ne pas le faire malgré les preuves suffisantes. Je pense que les allégations sont corroborées d'après ce que les professionnels de santé ont recommandé et ce que Bloch a fait ici. Donc, je pense qu'ils auraient dû le faire immédiatement. Souvent, on peut voir des situations où un officier est temporairement suspendu pendant qu'une enquête est en cours parce qu'il est toujours accusé. Il n'a pas été condamné ni reconnu coupable d'aucune accusation. Et il y a une autre chose que je veux souligner ici, Jesse, c'est que le bureau du procureur général l'a inculpé pour entrave à la justice selon la common law, ce qui est passible d'une peine maximale de 10 ans. Donc, je pense qu'ils ont examiné cela et l'ont considéré comme plus grave que notre obstruction à la justice prévue par la loi, qui est passible d'une peine maximale d'1 an. Je pense qu'ils considèrent cela comme un problème plus grave que ce que prévoit notre code habituel et ils veulent s'assurer qu'il y ait une certaine responsabilité ici. Et je pense que c'est pour cela qu'ils sont allés jusqu'à l'inculper en vertu de l'entrave à la justice selon la common law. Pensez-vous qu'ils seraient de jugés ensemble? Pensez-vous que ce serait une situation où ils se rejetteraient la faute l'un sur l'autre? Ou pensez-vous qu'ils viendraient tous les deux dire qu'il n'y avait rien de mal, que nous travaillions ensemble là-dessus? Je ne sais pas, dites-le moi. J'essaie de comprendre. Oui, je pense qu'ici, bien sûr, ils sont en quelque sorte co-accusés, mais je pense que l'officier a plus à perdre ici. C'est lui qui a prêté serment. Je pense que la femme impliquée ici, elle coopérera
probablement davantage, donnera plus d'informations, que ce soit des messages textes, des emails, les différentes fois où ils ont eu des rapports sexuels ou une relation physique aux forces de l'ordre. Et je pense qu'au final, il y aura probablement des plaidoyers de culpabilité des deux côtés. D'après ce que je vois de cette enquête, je ne vois pas comment il pourrait être acquitté. Parce que clairement, je pense que la femme qui est accusée ici, elle savait ce qu'il recommandait pour l'enfant lors de cet entretien médico-légal. Elle est allée jusqu'à appeler l'hôpital, voulant que le rapport soit modifié, et donc cela semble être une certaine cruauté envers la victime, l'enfant mineur. Et l'officier ici, il a complètement ignoré son insigne. Il est entré dans une relation avec la femme qui fait l'objet d'une enquête et il a empêché que la justice soit rendue. Je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir, même s'ils ont droit à une représentation. Je m'attends à ce que l'avocat les défende vigoureusement, mais je ne vois pas d'acquittement ici. Je suis curieux quand Block dit qu'on ne connaît pas toute l'histoire, j'aimerais la connaître. Très intéressant, très troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Tyler Bailey, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir, merci. Très bien tout le monde, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.